Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai parlé au Premier ministre de pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas pourquoi il m'a répondu en parlant d'immigration. Et ce matin, Monsieur le Président, les chiffres sont clairs. En fait, on peut le voir, le Québec est champion au Canada de la pénurie de main-d'œuvre. C'est une pénurie de main-d'œuvre qui fait plus fort au Québec que n'importe où au Canada. Et quand on regarde les chiffres, on parle de 117 700 postes. Et quand on regarde quels sont les endroits qui sont touchés, on parle des petites entreprises et on parle également d'endroits où sont nos aînés. Monsieur le Président, nous souhaitons tous dans cette Chambre de meilleurs services pour nos aînés. Mais pour y arriver, il faut d'abord s'attaquer au véritable problème, soit celui du défi de l'emploi. Quand on a lu le rapport de la protectrice du citoyen, Monsieur le Président, elle n'a pas caché d'ailleurs que ce n'est pas la qualité des infrastructures qui est en cause, mais bien le manque de main-d'œuvre qui nuit à la qualité des soins dans nos CHSLD. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre s'engage à investir d'abord dans le personnel de soutien avant d'investir dans des immeubles? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand j'ai entendu le chef de l'opposition officielle parler de pénurie de main-d'œuvre, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Parce que ça fait... Le gouvernement libéral a été en place pendant 15 ans. Il y a eu des indications qui ont été données au gouvernement depuis 2004 qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre qui s'en venait. Il faut en faire beaucoup plus pour orienter les jeunes vers les domaines où on a besoin de main-d'œuvre. Je pense, entre autres, effectivement, les soins de santé avec le vieillissement de la population. Va falloir convaincre plus de jeunes de choisir ces disciplines. Il va falloir aussi mieux choisir les immigrants qui arrivent au Québec. Parce que je rappelle un chiffre, là, ça c'est le bilan libéral, 26 % des nouveaux arrivants quittent le Québec. Ça, c'est 13 000 sur 50 000 qui quittent le Québec. Donc, il faut mieux choisir, en fonction des qualifications, les nouveaux arrivants. Il faut mieux les intégrer, reconnaître mieux les diplômes, l'expérience. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et le nouveau gouvernement va s'y attaquer rapidement. Mais laissez-nous arriver, on a 15 ans à réparer. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, moi, Monsieur le Président, d'abord, hier, on a entendu une réponse du ministre du Travail. Il a dit qu'il n'avait pas nécessairement un plan qui va être défini dans le temps. On va voir de quelle façon ça va fonctionner. Est-ce qu'il partage, le Premier ministre, le point de vue de sa ministre des Aînés qui dit que la protectrice du citoyen fait peur aux travailleurs potentiels et que c'est la raison pourquoi il n'y a pas de monde dans les CHSLD? Qu'est-ce qu'il entend faire pour combler ces postes dans ce... Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on va avoir éventuellement des négociations. Le président du Conseil du Trésor va négocier des nouvelles conventions collectives. On veut, pour la première fois, ne pas aller dans le mur à mur, de tenir compte des domaines où on a de la difficulté à attirer des employés. Donc, il va falloir augmenter davantage dans certains secteurs les salaires, donc ne pas offrir la même augmentation à tous les employés, comme l'ont fait les gouvernements précédents. Le ministre de l'Emploi aussi travaille à établir les besoins région par région, entreprise par entreprise, organisation par organisation. C'est ça qui aurait dû être fait depuis longtemps. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Bien, c'est parce qu'il y a des problèmes partout, Monsieur le Président, au niveau de la pénurie, justement. Il y a des problèmes dans les petites entreprises, il y a des problèmes auprès des garagistes, des nettoyeurs, selon le rapport. Il y a des problèmes à peu près dans tous les domaines. Et, entre autres, ce qu'on sent de ce gouvernement, c'est d'abord et avant tout, on est mieux investir dans le béton. Le premier ministre veut investir dans les maisons des aînés, par exemple. On sait, selon les experts, que ça va coûter 20 milliards de dollars.
Ministre. Le chef de l'opposition officielle semble essayer de deviner le budget qui sera déposé avant qu'il soit déposé. Il faut agir des deux côtés. Il faut agir sur le béton, comme il dit, parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire. C'est triste de voir certains de nos CHSLD. C'est triste de voir certaines de nos écoles qui ont manqué d'amour, si je peux dire, dans les dernières années. Mais il faut aussi ajouter du personnel. Il faut ajouter du personnel dans les CHSLD. Il faut ajouter du personnel pour les jeunes enfants, pour un dépistage précoce. On va s'atteler à la tâche, puis vous allez voir des grands changements dans les prochaines années. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Hier, Monsieur le Président, le premier ministre me demandait si j'avais des solutions. Alors, on va regarder du côté de la santé, parce que, encore une fois, une façon d'augmenter rapidement le nombre d'infirmières, c'est la question des projets ratios, entre autres, qui existent. Est-ce que le premier ministre va s'engager à reconduire les projets ratios de personnel infirmier par patient que nous avons mis en place et qui, d'ailleurs, ont fait leurs preuves, Monsieur le Président? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, quand on parle des infirmières, effectivement, les infirmières pourraient en faire beaucoup plus pour aider la population. Malheureusement, le mode de rémunération des médecins n'incite pas les médecins à déléguer des actes aux infirmières. Quand ils le font, ils ne sont pas payés. Donc, il faut revoir le mode de rémunération pour être capable de déléguer plus d'actes aux infirmières, plus d'actes aux pharmaciens. C'est tout ça qu'on veut faire. On a beaucoup de travail. On a beaucoup de rattrapage à faire. Principal, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, sur l'importante question des préposés qui est revenue dans l'actualité la semaine dernière, en 2016, on a fait le premier forum sur les meilleures pratiques en CHSLD. On a identifié l'importance du travail des préposés, la nécessité de réorganiser leur travail, mais la quasi-urgence d'augmenter leur nombre. On a investi 65 millions pour 1300 postes affichés, 850 en maintien à domicile. Pourtant, presque 2 ans plus tard, on peine à combler les postes. Pourquoi? Le milieu le dit, la valorisation, en français, le salaire. Compte tenu des spectaculaires marges de manœuvre dont a hérité ce gouvernement, le président du Conseil du Trésor va-t-il maintenant s'asseoir avec leurs représentants et négocier des conditions de rémunération plus attractives pour augmenter leur nombre maintenant? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup la question de mon collègue, le député de Lapinière. Mais j'aimerais lui rappeler que l'essentiel des augmentations a été fait aux médecins spécialistes dans la dernière année. Et je pense que si la même priorité avait été mise sur le personnel infirmier dans tout le reste du réseau, peut-être qu'on ne serait pas en train de se parler des problèmes dans les hôpitaux ce matin. Je lui donne ça comme réflexion. Deuxièmement, je pense que non seulement la priorité a été aux médecins, mais ce que je trouve encore plus déplorable, c'est que cette priorité-là a été mise au surplus parce que vous avez créé un grand surplus grâce aux économies que vous avez faites sur le dos de la population. Et ça, c'est encore pire parce qu'il faut non seulement redresser la question du surplus dont vous parlez, mais je pense qu'on va attaquer la question des spécialistes correctement, comme on le fait, et c'est pour ça que nous avons signé un devis il y a quelques semaines et nous nous attaquons à ce problème-là présentement. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, le député de Lapinière. Je rappelle au président du Conseil d'administration qu'on parle des préposés. Là-dessus, on a fait les gestes qui devaient être posés. Ils ont tous été faits. Évaluation, réorganisation, affichage de postes. Mais manifestement, ils le disent, il manque un ingrédient. Et cet ingrédient-là appartient exclusivement au président du Conseil du Trésor. Est-ce qu'il va maintenant se lever, nous donner une réponse qui est légale, mais pas banale? Va-t-il aujourd'hui, maintenant, renégocier des conditions de rémunération plus attractives pour les préposés? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, je trouve ça déplorable de revenir avec cette question-là encore alors que le travail n'a pas été fait. Mais je voudrais dire 2 choses. Il y a même notre député de Lapinière a même dit sur Twitter la semaine dernière qu'il avait trouvé justement que les médecins étaient trop payés
Et cette entente-là, n'était pas correcte. C'est même lui qui l'a dit. Alors, nous, on va s'attaquer au problème des infirmières, comme notre premier ministre l'a dit, puis je ne pense pas qu'on a de leçons à recevoir de personne, surtout de lui, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. En campagne électorale, on va rouvrir les ententes. Quand c'est des préposés au pouvoir, on va attendre. C'est ça la réponse aujourd'hui. Mais ceux qui vont attendre, ce sont les patients les plus vulnérables dans notre société. Le premier ministre nous a promis un gouvernement plus humain. Manifestement, ce mot, dans la bouche du président du Conseil du Trésor, est aussi creux que dans la bouche du premier ministre dans son discours inaugural. Va-t-il aujourd'hui s'asseoir avec les représentants des préposés et négocier des conditions de rémunération plus attractives maintenant? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, je vais faire un dernier effort, Monsieur le Président, pour ce matin, parce que je sens que ça va revenir. Alors, l'effort, il est très clair. On va être là, Monsieur le Président. On va s'asseoir avec tout notre personnel. On va faire les efforts qu'il faut, mais on va le faire de façon humaniste. On le voit, là, dans le réseau, les gens sont épuisés de cette confrontation-là qu'ils ont eue pendant les dernières années. Et nous, on va avoir une approche humaniste avec ma collègue de la santé et on va faire le travail qui n'a pas été fait, Monsieur le Président. Merci. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, hier, le ministre de l'Immigration nous présentait son plan en matière d'immigration. Un plan qui est à la fois illogique, un plan qui est anti-économique et qui fait en sorte qu'on réduit le nombre d'immigrants de 50 000 à 40 000. On recycle une vieille idée et on fait fi complètement du contexte économique dans lequel se trouve le Québec aujourd'hui. Encore une fois, l'idéologie avant les faits. Mais hier, on en rajoute une couche. On veut maintenant réduire le nombre d'immigrants issus du regroupement familial. Et quand on parle d'humanité, quand un conjoint est séparé de sa conjointe ou de ses enfants, il est évidemment moins heureux, moins productif, moins performant et l'intégration est plus difficile. Les chiffres le montrent, Monsieur le Président, le vecteur d'intégration pour les nouveaux arrivants, c'est le regroupement familial. Ma question est très simple au ministre de l'Immigration. Est-ce que le ministre peut nous dire quel est le taux de rétention des nouveaux arrivants issus du regroupement familial? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, hier, j'ai déposé un plan qui va diminuer le nombre d'immigrants pour l'année 2019 de 53 000 à 40 000 immigrants. Ce qui est important de comprendre, Monsieur le Président, c'est qu'on se retrouve dans une situation où, durant des années, on a abandonné les immigrants du côté du Parti libéral du Québec. Durant 15 ans, on ne s'est pas soucié. D'ailleurs, il y a eu deux rapports de la vérificatrice générale sous l'administration libérale, en 2010, en 2017. Le dernier sur la francisation. Honnêtement, je serais gêné de la part de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne de me lever aujourd'hui et de faire en sorte... Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, il est leader du gouvernement. Il connaît très bien le règlement. L'article 79 est très clair. Susciter des débats, ce n'est pas permis. Répondre à la question, c'est souhaité et obligatoire. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je respecte le collègue de l'opposition officielle, mais très certainement, je suis en train de répondre à la question. Et si le député de Jean Talon me permet de répondre à la question, je vais pouvoir y arriver. Donc, ce que je disais, Monsieur le Président, c'est qu'il y a eu deux rapports du vérificateur général qui ont été déposés, qui ont démontré des lacunes dans le système d'immigration. Et j'espère aujourd'hui que la collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne va nous appuyer dans cette démarche-là, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est déployer toutes les ressources pour s'assurer d'avoir une intégration réussie, notamment au niveau des travailleurs qualifiés, de l'immigration économique, au niveau des réfugiés, mais aussi du regroupement familial. Parce que ça, Monsieur le Président, c'est fondamental. Et la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne le sait. Oui, c'est un facteur de rétention, la réunion familiale. Cela étant dit, il faut s'assurer de déployer des ressources et avec le système que vous avez mis en place actuellement, on ne ferait pas les services nécessaires à ces gens-là. Ça, c'est pas une approche respectueuse. Nous, on va être respectueux. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, en écoutant la radio ce matin, j'ai constaté que je n'étais pas la seule à être déjà fatiguée de la cassette du ministre de l'Immigration. Alors, je regarde le ministre et visiblement, il ne connaît pas le chiffre. En fait, il ne connaît pas le chiffre, le taux. Pourquoi il ne le connaît pas? Parce que ce n'est pas important, les chiffres à la CAQ, quand on pose des politiques publiques. Le taux, c'est 92,8 %. Le deuxième meilleur taux au Canada. Alors, maintenant qu'il connaît le chiffre de rétention dans le domaine du regroupement familial, est-ce que le ministre peut se lever et nous dire qu'il va revoir à la baisse les propositions qu'il a été faites? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président,
Est-ce que la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne nie la réalité qu'il y a des difficultés d'intégration et de francisation? Nous, ce qu'on veut faire de notre côté, c'est déployer des ressources pour s'assurer que chaque personne qui choisit le Québec réussit à occuper un emploi à la hauteur de ses compétences. Et honnêtement, Monsieur le Président, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne était vice-première ministre, était responsable aussi du développement économique. Et lorsqu'on nous parle de pénurie de main-d'œuvre, je me demande où elle était durant ces années-là, à l'époque où elle était ministre du Développement économique, parce que pour nous, c'est important de répondre aux besoins des entreprises, mais notamment d'avoir le profil des immigrants en lien avec les besoins du marché du travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. De la part du ministre. Aucune réponse parce qu'il ne connaît pas la réponse. Un homme originaire d'Asie qui travaille aujourd'hui au Québec en finance et en technologie, il soumet aujourd'hui une demande de parrainage pour sa femme et son fils de 5 ans. Est-ce que l'aspect humanité dont le ministre parlait hier, c'est le fait que la famille va être séparée pendant encore plus longtemps? Est-ce que l'aspect de développement économique dont parlait le ministère, c'est que l'homme pourrait déménager en Ontario puis accélérer le processus de réunification familiale? C'est ça le plan de la CAQ? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, il faut s'assurer de bien faire les choses. Et honnêtement, au lieu de critiquer, la députée devrait collaborer avec nous parce que durant les 2 années où elle était vice-première ministre, le bilan du gouvernement en matière d'immigration, il est sombre. Aujourd'hui, on se réveille de leur côté et on dit peut-être qu'on devrait faire plus en matière d'immigration, peut-être qu'on devrait être plus respectueux de l'accueil qu'on donne aux gens. Bien, nous, j'ai reçu le mandat très clair de faire en sorte d'accueillir respectueusement les gens, de s'assurer que les ressources en matière de francisation et d'intégration vont être en place. Et Monsieur le Président, vous pouvez vous assurer que je vais livrer la marchandise. Je vous demanderai d'être attentif tant aux questions qu'aux réponses, s'il vous plaît, parce que les sujets sont importants. On a tous besoin de bien comprendre et de bien saisir. Je reconnais le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement a déclaré que gouverner, c'est prioriser. Lundi dernier, dans l'énoncé économique, il n'y avait rien de plus pour les services éprouvés par l'austérité libérale, rien pour la lutte au changement climatique, rien pour les écoles, alors qu'il a dit lui-même que c'est leur première priorité. Rien non plus pour les services d'intégration des personnes immigrantes. Au contraire, pour la CAQ, Monsieur le Président, s'attaquer aux immigrants, ça, c'est une priorité. Le plan annuel d'immigration qu'a déposé le ministre parle de lui-même. Il y a trop de personnes immigrantes au Québec. S'il considère qu'il y a trop d'immigrants admis au Québec, peut-il nous dire quelle catégorie d'immigration il y a de trop? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, dans un premier temps, j'entends la question du collègue de Laurier-Dorion. D'ailleurs, je souligne, c'est sa première question en chambre ici. Je pense qu'il y a lieu, dans un premier temps, de dire que ce n'est pas possible de prêter des intentions aux collègues et j'invite à ce qu'ils puissent poser des questions de façon respectueuse et les réponses seront de façon respectueuse également. Pour ce qui est des niveaux d'immigration, on a fait un choix très clair relativement au mandat qu'on a reçu de la population du Québec à l'effet de diminuer le nombre d'immigrants dans toutes les catégories d'une façon qui est proportionnelle dans chacune des catégories, qui est paramétrique, de façon à faire en sorte de déployer davantage de ressources sur chaque immigrant qui choisit le Québec parce que le parcours d'immigration, c'est important qu'il soit bonifié et surtout, il n'y a personne ici qui peut nier dans cette Chambre-là qu'il y a eu des difficultés au cours des dernières années. La vérificatrice générale l'a souligné en 2010, en 2017 également, et je suis convaincu que le député de Laurier-Dorion veut qu'on fasse davantage pour accueillir, intégrer et déployer des ressources pour s'assurer que tous les immigrants puissent obtenir le succès escompté lorsqu'ils viennent au Québec et qu'ils puissent occuper un emploi à la hauteur de leurs compétences. Parce que notamment la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance de la formation, c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble. Et j'invite le député de Laurier à travailler avec nous pour arriver avec des solutions. Monsieur le député de Laurier-Dorion. Nous sommes bien prêts, et moi-même y compris, à travailler avec Monsieur le ministre à améliorer les politiques d'intégration des personnes immigrantes. Mais ça a été dit, la meilleure façon d'intégrer une personne issue d'immigration, c'est de respecter son droit de vivre ici au Québec avec sa famille, son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Priver un Québécois, une Québécoise de la présence d'un proche, c'est l'inverse du courage dont veut faire preuve le gouvernement. Est-ce que le ministre de l'Immigration peut regarder un concitoyen dans les yeux et lui dire qu'il devra attendre encore quelques années? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce que nous avons annoncé hier, il s'agit d'une baisse temporaire de façon à réparer le système d'immigration au Québec, de façon à faire en sorte qu'on soit plus performant et qu'on soit aussi plus respectueux dans la sélection des personnes immigrantes. Parce qu'il faut se le dire, durant 15 ans, on a fait du surplace. On a récolté des inventaires en matière d'immigration, ce qui faisait en sorte que les gens restaient dans leur pays d'origine durant des années. Nous, on veut être
plus pragmatique. On veut s'assurer que l'immigration corresponde aux besoins du marché du travail et on veut s'assurer de combler les postes dans les différentes entreprises et surtout, on veut réunir les familles de la bonne façon en leur donnant les ressources. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. D'une part, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a pénurie de main-d'œuvre au Québec. D'autre part, le gouvernement décide de réduire les immigrants qualifiés admis au Québec qui pourraient travailler dès demain matin. Bref, on manque de travailleurs et de notre côté, le gouvernement réduit les bassins de main-d'œuvre. Comment peut-il expliquer cette contradiction? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est très clair qu'il faut arrimer l'immigration avec les besoins du marché du travail. Durant des années, ce que le gouvernement libéral a fait à l'époque, c'était de ne pas tenir compte des besoins du marché du travail. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on joue d'une façon, du côté du gouvernement, du Parti libéral, à une situation où dire, écoutez, il y a une pénurie de 117 000 emplois, mais c'était déjà prévu depuis 2004, cette pénurie-là, et il n'y a rien qui a été fait. Alors, l'immigration n'est pas l'unique solution en matière des besoins du marché du travail. Il y a d'autres solutions, notamment en matière d'éducation, mais il faut avoir une approche qui est pragmatique pour les entrepreneurs, et on travaille là-dessus. Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, avec le Parti québécois, 60 des immigrants qu'on accueillait au Québec maîtrisaient le français. Avec les libéraux, ça a descendu. En 2018, on était rendu à seulement 42 %. Ce que la CAQ propose aux Québécois, c'est que seulement 41 % qui entrent au Québec parlent français. Ce qui aide le plus les immigrants à s'intégrer à la société québécoise, c'est la maîtrise du français. Ce qui aide le plus les immigrants à se trouver un emploi, c'est la maîtrise du français. Ce qui aide le plus à protéger la langue française au Québec, c'est la maîtrise du français par les immigrants. On est en face d'un gouvernement qui se prétend nationaliste, qui prétend défendre la langue française, mais quand c'est le temps d'agir, c'est le contraire. Est-ce que le premier ministre peut nous présenter un plan qui va augmenter le nombre d'immigrants qui parlent français plutôt que de le diminuer? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord avec le chef de la deuxième opposition à l'effet que c'est inacceptable la situation actuelle concernant l'apprentissage du français. Ça n'a pas de bon sens quand on sait que plus de la moitié des nouveaux arrivants l'année dernière ne parlaient pas français et la majorité des adultes, on sait qu'ils ne suivent jamais le cours de français. Il y a deux façons d'y arriver. On peut, comme le propose le Parti québécois, exiger la réussite d'un examen de français avant d'arriver, ou on peut donner 3 ans aux éventuels arrivants pour réussir un test de français. Compte tenu de la pénurie qu'on vit actuellement dans certaines entreprises, nous, on pense que la bonne stratégie, c'est d'abord de choisir les immigrants en fonction des besoins des entreprises, mais d'attendre, avant de donner le certificat de sélection du Québec, d'avoir la réussite d'un test de français. Je trouve que cette approche, c'est gagnant-gagnant. Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, tout fier de lui, le ministre de l'Immigration nous disait hier que son plan était écrit à l'encre du courage. Je vais lui donner raison sur ce point-là. Ça prend effectivement du courage pour faire pire que les libéraux pour l'avenir du français au Québec. Le taux d'échec en francisation, c'est 90 % et la CAQ propose de diminuer la proportion du nombre d'immigrants qui parlent français en arrivant au Québec. Comment peut-il prétendre que ça va améliorer la situation de notre langue? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce que nous allons faire, c'est de s'assurer que chaque personne qui vient au Québec, qui choisit le Québec, ait les outils pour se franciser. Et ça, c'est une priorité pour nous. On va s'assurer de faire en sorte qu'il y ait des cours de francisation dans les entreprises et qu'il y ait un lien entre le ministère de l'Immigration et les cours qui sont donnés dans les commissions scolaires, qui sont donnés dans les organismes communautaires et qui sont donnés notamment également dans les cégeps et dans les universités. Parce que la protection de la langue française et le travail en français, c'est extrêmement important. Cela étant dit, nous, on veut s'assurer de répondre aux besoins de main-d'œuvre des différentes entreprises aussi. Donc, ça nécessite une réforme du système d'immigration pour répondre et pour qu'il y ait une adéquation entre le marché du travail et les immigrants. Mais chose certaine, vous pouvez vous assurer que nous, de notre côté, on va déployer toutes les ressources pour s'assurer qu'en matière de francisation, les immigrants puissent apprendre le français. Vous pouvez compter sur nous. Madame la députée de Marie-Victorin pour la complémentaire. Monsieur le Président, pourtant, jusqu'à maintenant, on a senti une réelle obsession du côté du gouvernement pour la question des seuils, comme si de baisser les seuils à 40 000, ça allait régler tous les problèmes d'intégration au Québec. C'est comme si, par magie, le fait d'en avoir 40 000, même s'ils ne parlent pas français en arrivant, même si c'est difficile pour eux de trouver un travail, ça va être suffisant. Il n'y a pas eu un mot hier dans le plan
du ministre, ni même dans la mise à jour économique sur la question des ressources. Pourtant, les seuils s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. On a donc eu le plan du ministre pour en prendre... Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, avoir le courage aussi, c'est de prendre des décisions. Pas de faire comme le Parti québécois et de laisser au vérificateur général le choix de décider quelle est la cible fixée par le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, l'ancien député de Rosemont avait fixé lui aussi à 40 000 le nombre d'immigrants qu'il souhaitait accueillir lors de la dernière campagne électorale. Pour nous, c'est très clair qu'on veut utiliser les ressources que nous avons pour davantage franciser et pour mieux intégrer les immigrants. L'idée derrière cette proposition, c'est de mieux intégrer les immigrants et de s'assurer de faire en sorte que chaque personne qui choisit le Québec, qui quitte son pays d'origine et qui décide de venir s'investir au Québec avec sa famille, bien, il soit soutenu par la société québécoise. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec un parcours personnalisé pour chaque personne afin qu'il puisse réussir ici sa vie au Québec. Principal, Monsieur le député de Pontiac. Merci, M. le Président. La semaine dernière, le ministre délégué à la Santé nous disait vouloir protéger de la consommation du cannabis les jeunes adolescents à partir de 13 ans. Il nous disait même qu'il s'est engagé en politique pour ça. Le problème, c'est que tout le monde d'autre lui parlait du 18-21 ans, M. le Président. N'empêche, pour les plus jeunes, s'il voulait réellement aider, il rate maintenant toutes les opportunités de le faire. Le projet de loi qu'il dépose aujourd'hui n'a rien pour protéger ces jeunes et la mise à jour économique ne donne aucun moyen supplémentaire pour la prévention, la sensibilisation et l'éducation. Mais on n'est pas surpris, M. le Président, il n'y a absolument rien pour la santé, point. Pour la santé, pas un sou, pas un petit sou. Monsieur le Président, un sou, c'est tellement peu qu'on l'a retiré de la circulation, mais ça vaut quand même plus que ce que le gouvernement a alloué à la santé. Ou alloué à la soi-disant stratégie du ministre pour protéger les jeunes des méfaits du cannabis. Alors, puisqu'il n'a aucun nouveau fonds et puisqu'il n'y a rien dans son projet de loi, le ministre peut-il nous dire comment il compte protéger les jeunes de 13 à 18 ans? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, j'avoue que la santé mentale de nos jeunes est une priorité pour nous et on travaille avec le député de Sanguinet, la ministre de la Santé, et la députée de Prévost, la ministre des Aînés, à une stratégie collective pour notre budget 2019-2020. Maintenant, le premier ministre et la députée de Sanguinet m'ont donné une mission globale qui va me permettre de régler les problèmes ou d'améliorer la santé des enfants. Et il faut dire que ces problèmes sont dus à la fuite d'expertise et à la fuite de fonds due à l'austérité de ces dernières années, qui a entraîné un départ des services sociaux vers la santé physique. Alors, en me prenant soin de la petite enfance, on va améliorer la santé des enfants quand ils vont rentrer en garderie. En prenant soin du dossier de la DPJ et du cannabis, on va pouvoir ajouter des fonds pour venir en aide aux jeunes qui ont des difficultés et vivent avec du stress et de l'anxiété au niveau du cégep, au niveau de l'université, comme vous avez tous mentionné la semaine dernière. Et finalement, avec le projet de loi sur le cannabis, on va introduire en amont un projet éducatif avec monsieur le ministre de l'Éducation et moi, qui va permettre de prendre en charge les enfants avant que les problèmes se présentent. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Pontiac, première complémentaire. Monsieur le Président, on lui parle du 18-21, il parle du 13-18, on lui parle du 13-18, on ne sait pas trop de quoi il nous parle. Il manque déjà d'arguments, Monsieur le Président, mais tout ce qui nous manque à son argument, c'est son beau slogan. Alors, avant qu'il l'utilise, je vais vous le dire, moi, ce qui n'est pas banal. Ce qui n'est pas banal, c'est un ministre qui va contre tous les experts. Ce qui n'est pas banal, c'est un projet de loi qui va contre la science. Ce qui n'est pas banal, c'est des jeunes qui achètent du crime organisé. Ce qui n'est pas banal, c'est des jeunes qui consomment de la cochonnerie vendue par un pusher. Le ministre va-t-il admettre que le projet de loi de la CAQ, il a beau être légal, mais il n'est pas banal? Monsieur le ministre responsable de la Santé et des services sociaux. Alors, effectivement, l'important pour nous, c'est vraiment de prendre soin des enfants. Et ce qui est important de savoir, c'est que les chiffres le montrent. Le problème ne se situe pas au niveau de la consommation à la SQDC. Les jeunes qui ont déjà accès au cannabis avant l'âge de 18 ans continuent d'aller voir leurs revendeurs de rue. Et mon travail et les soins de santé ne se laisseront pas dicter par le marché illicite, Monsieur le Président. Nous allons faire ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, une autre façon d'exprimer la position de la CAQ, c'est parlez-nous pas de la santé publique, parlez-nous pas des experts, parlez-nous pas de ce que toutes les autres provinces ont fait, parlez-nous pas du fait qu'à 18 ans, on est libre de nos choix, qu'on peut acheter du tabac, qu'on peut acheter de l'alcool, qu'on peut servir nos forces armées à l'étranger. Pour la CAQ, c'est 21 ans.
pour la CAQ, M. le Président, on revient à l'époque de la prohibition. Ça a tellement bien marché la première fois, la prohibition. Alors, au lieu d'y revenir, est-ce qu'ils peuvent revenir à la science? Est-ce qu'ils peuvent revenir à la logique? Ou au moins, est-ce qu'ils peuvent revenir au gros bon sens? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, Monsieur le Président, il est clair que le député de Pontiac n'a jamais vu la résonance magnétique, les images du cerveau d'un enfant qui a consommé de façon chronique et répétée du cannabis et qui voit son cerveau rapetisser au fur et à mesure de sa consommation. Il n'a jamais vu un enfant qui arrive à l'urgence en coma juste à une consommation de cannabis. Il n'a jamais vu la détresse d'un parent qui voit son enfant devenir psychotique à cause de la consommation de cannabis. C'est ça la science, Monsieur le Président. Question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On garde son calme, on écoute, on est attentif. Nous sommes en principal. On ne va pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Question principale. Je reconnais la députée de Rouyn-Noranda-Témiscouata. Témiscamingue, madame la députée. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais joindre une fois de plus ma voix ce matin à mes concitoyens et concitoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue qui réclament depuis plusieurs mois déjà que le projet de mine de lithium de la minière australienne Sayona Mining soit soumis au Bureau d'audience publique sur l'environnement du Québec. On parle, Monsieur le Président, d'un immense projet situé à moins de 25 mètres de l'escarre Saint-Mathieu-Berry, qui est une source d'eau d'une pureté exceptionnelle, ayant reçu en 2001 le titre de meilleure eau au monde. La ministre de l'Environnement a le pouvoir d'ordonner des consultations publiques pour bien faire les choses. Est-ce que la ministre va prendre ses responsabilités et exiger que le projet de mine soit soumis au BAP urgemment? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous attendons bien la question de la députée. Le projet n'est pas encore officiellement déposé. Le projet actuellement n'a pas été déposé au gouvernement et aux instances. Actuellement, le promoteur fait des démarches de consultation, 3 consultations publiques, alors que l'exigence normative est de 1. Actuellement, le promoteur est en train de faire des études hydrogéologiques. 3 études hydrologiques ont été faites par le promoteur, justement pour identifier les enjeux dénoncés par ma collègue députée. Actuellement, le promoteur travaille sur la révision de ce projet. On nous demande de prendre une position avant d'avoir vu le projet. Ça, bien, écoutez, là, c'est quand même assez particulier. À partir du moment où le projet sera déposé, le projet avec les consultations, avec les études qui ont été amenées, on sera en mesure, comme gouvernement, de prendre acte de ce projet-là et d'identifier les pistes à suivre. Première complémentaire, madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, que le projet ne soit pas encore déposé n'empêche pas la ministre de l'Environnement de rassurer la population en s'engageant à demander un BAP si un projet est déposé. La minière propose d'exploiter une mine à ciel ouvert de plus de 1 km de longueur qui générait plus de 70 millions de tonnes de déchets miniers. C'est énorme. Et ce, à un jet de pierre d'une source d'eau exceptionnelle. Et en plus, la minière utilise un stratagème grossier en réduisant volontairement le volume de son exploitation. Monsieur le ministre Madame la ministre de l'Environnement. Merci. Je remercie aussi ma collègue de l'opposition de nous permettre de discuter d'un projet, tel que mon collègue l'a mentionné, qui n'est pas encore déposé dans aucune instance, ni mon ministère. Je veux rassurer ma collègue et je veux rassurer la population que nous ferons les choses dans l'ordre. Nous entendons clairement les préoccupations. J'aurai, lorsqu'un projet sera soumis à mon ministère, 3 mois pour faire mes analyses et pour me faire une tête sur le projet. Je tiens à rassurer la population que je ne ferai pas les choses de façon précipitée. Je ferai les choses dans l'ordre. Deuxième complémentaire, madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, depuis plusieurs mois, il y a un important mouvement citoyen qui réclame ce BAP. Les élus de l'Abitibi-Témiscamingue, les scientifiques, les résidents lui demandent d'intervenir rapidement.
Est-ce que la ministre de l'Environnement va continuer de faire la sourde oreille? Nous avons besoin d'un engagement clair. Est-ce que la ministre de l'Environnement va demander un BAP? Oui ou non? Madame la ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, merci. C'est important pour moi de rassurer la population sur la fiabilité des processus d'évaluation environnementale qui sont en place. Ils sont fiables, rigoureux et stricts. Concernant le projet dont on parle ici, il n'est pas encore soumis à mon ministère. Je rassure la population que je vais prendre le temps de l'analyser et de voir s'il sera soumis ou non au BAP. Merci. Question principale, Madame la députée de Verdun. Merci, Monsieur le Président. Le 12 juin dernier, tout le milieu de la culture a applaudi la nouvelle politique culturelle déposée par le précédent gouvernement. Avec un ajout de plus de 600 millions de dollars au budget de la culture, cette politique est née d'une vaste consultation du milieu. Tous les intervenants ont jugé cette politique bien ficelée et répondant aux besoins des créateurs du Québec. Tous, sauf un. Le chef de la CAQ qui a déclaré qu'il apporterait des modifications à cette politique. Écoutant son chef, la ministre de la Culture a indiqué à une journaliste, et je la cite, « Nous la garderons, parlant de la politique culturelle, mais nous allons en changer certaines orientations. » N'est-ce pas nier 2 ans de travail accompli par les intervenants? La ministre de la Culture peut-elle nous éclairer et indiquer quels sont les secteurs qui seront amputés par sa révision? Le livre, la musique, les musées? Qui fera les frais de sa révision? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais remercier la collègue pour sa question et sachez que prendre la parole aujourd'hui, ce matin, parler de culture, c'est un véritable privilège, c'est un honneur que d'avoir reçu le mandat du premier ministre de représenter ce ministère et de défendre les intérêts des artistes et des artisans, de la culture, aussi de notre patrimoine, des communications et de notre magnifique langue française. Et je suis en poste depuis 48 jours maintenant. J'apprends à découvrir ce magnifique ministère où il y a des gens extraordinaires qui y travaillent. Et je me rends compte, cependant, Monsieur le Président, que c'est un ministère qui a beaucoup manqué d'amour. Alors, j'ai bien l'intention de donner beaucoup d'amour à ce ministère-là au cours des prochains mois, des prochaines années, je l'espère, parce que ce qu'il y a eu au ministère de la Culture, oui, ce qu'il y a eu au ministère de la Culture et des Communications au cours des derniers mois, c'est surtout un jeu de chaises musicales. Hein? Alors, on va redonner beaucoup de cohérence à ce ministère-là et de stabilité parce que lors de la dernière législature, on a eu pas moins de 3 ministres de la Culture en 4 ans. Alors, les gens sont un peu tannés de ça au ministère. On espère la stabilité et je vais leur en donner et je vais poursuivre tout à l'heure avec une réponse très précise, Madame la députée de Verdun pour la complémentaire. Merci. Pendant 2 ans, les gens du milieu ont travaillé pour mettre en place leur politique culturelle, celle qui correspond à leurs besoins, à leurs ambitions. Monsieur le Président, la ministre découvre son ministère, tant mieux, mais elle a créé des attentes en prétendant que la mise à jour économique de décembre allait répondre aux interrogations quant au financement de cette politique culturelle. J'ai eu beau chercher dans les documents de mise à jour économique, rien pour la culture. Comment la ministre explique-t-elle ce silence, ce rendez-vous? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais tout de suite, d'entrée de jeu, effectivement, dire que lors de l'assermentation du 18 octobre dernier, une des premières choses que j'ai dites, et vous m'avez cité à juste titre, vous avez bien cité cette fois-ci, contrairement à hier, j'ai dit d'entrée de jeu que je vais tout faire et me battre auprès de mes collègues ministres pour s'assurer que l'argent sera au rendez-vous pour tout le monde. Il y a de l'argent qui a été prévu dans cette politique de la culture, cette politique gouvernementale, et j'ai également dit que j'allais me battre pour ça. Alors, je veux rassurer les gens qui nous écoutent et le milieu également. Cela dit, j'ai également dit, en terminant, quelques secondes après ma nomination, que cette politique... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. En tout cas, la députée d'Iberville, elle, l'a défendu, la politique culturelle qui a été défendue en juin. Je voudrais peut-être vous parler. Le milieu culturel a débuté l'année dans l'enthousiasme, mais va terminer cette année dans l'incertitude à cause de vous, Madame la ministre. Et je comprends que c'est votre première défaite face aux finances.
J'espère que vous allez pouvoir faire un meilleur combat. Je demande donc à la ministre de rassurer le milieu et de confirmer que la politique va être maintenue avec les sommes qui y sont rattachées. Pouvez-vous répondre une fois sur 3, s'il vous plaît? Je rappelle, s'il vous plaît, que l'on s'adresse toujours à la présidence. C'est une règle que vous connaissez bien. Parole à la ministre de la Culture et des Communications. Moi, il n'y a aucune défaite. Là. Je ne sais pas où il a pris ça, mais les gens sont très, très heureux au ministère de la Culture et tous les intervenants du milieu. Ceci dit, la première question très précise, vous portez sur ce plan. Alors, il est ici le plan, la politique culturelle du précédent gouvernement. Et j'ai dit d'entrée de jeu, après ma nomination en tant que ministre de la Culture, qu'effectivement, il y a des bonnes choses dans ce plan-là. Et oui, je l'ai dit parce qu'il y a eu plusieurs années de consultation. Ce sont les gens du milieu qui ont été consultés et c'est important de les écouter. Et je suis très, très au fait et pertinemment au courant que ce ne sont pas les ministres successifs qui l'ont écrit, mais bien les gens du milieu. Cela dit, ce que je vais changer dans cette politique-là, j'ai dit que nous allions y mettre notre couleur et je vais enlever le slogan « Ensemble, on fait avancer le Québec ». Question principale. Monsieur le député de La Fontaine, et s'il vous plaît, on garde son calme. On n'a pas ensemble à battre le record du niveau de décibels. On écoute les questions, on écoute les réponses. Monsieur le député de La Fontaine, pour la principale. Oui, Monsieur le Président. Le 3 octobre dernier, la vice-première ministre a affirmé que l'action du gouvernement serait, et je la cite, « axée sur la transparence ». Le 20 avril 2016, alors qu'il était porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'accès à l'information, l'actuel leader du gouvernement affirmait, et je le cite, « Lorsqu'on dit qu'on est un gouvernement de transparence, c'est important que les actions suivent les paroles. Lorsqu'on parle de transparence pour le gouvernement, je pense que c'est important que ce qu'on prêche, on l'applique véritablement. » Fin de la citation. Normalement, sur le site transparence.gouv.qc.ca, nous devrions trouver les renseignements relatifs aux agendas des ministres. Depuis leur nomination, soit depuis 48 jours, et la ministre de la Culture y faisait référence avec grande joie, aucun des 26 ministres n'y a inscrit quoi que ce soit. Aucune entrée, Monsieur le Président. Comment la ministre responsable de l'accès à l'information explique-t-elle cette non-transparence? Madame la ministre responsable également de l'accès à l'information. Madame la ministre de la Justice. Oui, et responsable également de l'accès à l'information, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Effectivement, l'accès à l'information, l'intégrité, la transparence, je pense que je n'ai pas besoin de le répéter ici. Ça fait partie de nos priorités. Je suis d'ailleurs déjà en contact avec les gens en accès à l'information. Quand j'ai pris le ministère de la Justice, c'est plusieurs des responsabilités qui m'ont été attribuées par le premier ministre. J'ai trouvé beaucoup de réformes à faire. La plupart de mes rencontres commencent par « cette loi date de 30 ans, cette loi date de 40 ans ». Il y a des choses à faire, donc il y a beaucoup de choses à faire. Pour ce qui est de la information, ça n'en fait pas exception, Monsieur le Président. Et nous sommes justement à travailler à une politique de transparence adéquate. La mesure qui était en place avait ses problèmes. C'était un peu fait au gré de chacun des ministères. Il y avait des problèmes de concordance. Alors, nous sommes pour la transparence, mais de la bonne façon, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, nous sommes pour la transparence, mais de la bonne façon. Vous faites une recherche sur le site transparence.gouv.qc.ca. Le résultat est nul. Depuis 48 jours, ils sont là. C'est une priorité pour la ministre, la transparence. Mais rapidement, elle enchaîne en disant « Ah, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'autres choses à faire. » Dans l'intervalle, Monsieur le Président, le résultat est nul. Et en passant, donc, c'est important pas uniquement de dire que c'est une priorité, mais de le faire. Alors, pour la ministre, va-t-elle réellement en faire une priorité? Madame la ministre de la Justice. Je pense que je vais répéter, Monsieur le Président, mes paroles pour être sûr qu'elles ont été bien comprises. Nous sommes pour la transparence. Nous allons faire une transparence adéquate. Je viens de mentionner que la politique du gouvernement précédent, qui n'était pas une mesure d'ailleurs enchâssée dans la loi, je dois vous le rappeler, était peut-être chambranlante, je dirais, et peut-être déficiente au niveau des informations qui circulaient concernant les agendas des ministres. Alors, nous sommes en train d'étudier la meilleure façon de le faire, la façon la plus adéquate pour s'assurer que ces informations-là circulent de la bonne façon et pour les bonnes fins, et peut-être même la possibilité d'enchasser ces nouvelles règles de gouvernance dans une loi. Alors, on prendra le temps de le faire et on va le faire de façon adéquate, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, la ministre dit que ce n'est pas enchâssé dans la loi, donc je n'ai pas d'obligation légale. Ça aussi, ce n'est pas banal, Monsieur le Président. C'est important, donc, de dire que non seulement la transparence est une priorité, mais c'est de le faire. Lorsque vous, donc, effectuez une recherche, il n'y a aucun des ministres actuels qui sont en poste depuis 48 jours
qui n'a inscrit son nom sur le site, Monsieur le Président. Alors, la ministre peut-elle, ça ne prend pas en 2018 énormément de temps aujourd'hui, aller s'inscrire, aller inscrire le nom de ses 25 collègues et de faire foi de Madame la ministre de la Justice. Alors, je pense que si on parle d'éthique, d'intégrité, Monsieur le Président, je suis quelqu'un qui a toujours été une porte-parole forte dans ces domaines-là. D'ailleurs, je suis fort étonnée que cette question vienne du côté du parti qui n'a pas voté hier pour mettre en place justement les nouvelles règles qui découlent de la commission Charbonneau quant à renforcer l'imputabilité des élus. Alors, je vais travailler sur ces questions-là et les gens peuvent faire confiance à moi et à mon gouvernement pour qu'on soit un gouvernement éthique, intègre et transparent. Je n'ai pas dit que parce que la loi ne me le demandait pas que je n'étais pas autorisée de le faire. D'ailleurs, le gouvernement précédent n'a pas fait de loi non plus sur ce sujet-là. Je veux juste travailler pour que ça soit fait de bonne façon et de façon permanente. Voilà, ceci met fin, le temps l'exige. Question du... Ceci met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.